sur donc, la chasse aux sorcières et l'Inquisition. Alors pourquoi vous présenter cela? C'est parce que c'est un sujet, c'est mon sujet de recherche depuis maintenant presque un peu moins de 10 ans. Je suis tombé, disons, par hasard dessus. Au début, c'est parce que, comme tout le monde, hop, voilà, comme ça, comme tout le monde, c'est un sujet où l'on attaque l'Église à tire-larigot. Et donc, je vais commencer à m'intéresser à ce sujet. Je dois d'ailleurs rendre hommage à Marion Sigaud, qui a été la base, enfin, disons, le départ de mon travail et l'occasion de mon travail. Et ensuite, j'ai développé. Moi, je fais l'histoire du droit, donc mon sujet principal, c'est l'Inquisition. Mais forcément, quand on commence à parler de l'Inquisition à l'extérieur, on nous sort la chasse aux sorcières. Donc, j'ai été obligé de m'intéresser à la chasse aux sorcières. Donc, je vais faire 3 conférences tranquillement pour présenter d'abord la chasse aux sorcières, ensuite l'Inquisition médiévale. Et ensuite, sur la troisième conférence, parler de l'Inquisition espagnole et de prendre en compte des exemples plus précis pour un peu concrétiser la chose. Alors, premièrement, avant de rentrer dans les détails, je pense que l'image qu'on peut avoir sur ces sujets-là, c'est incroyable à quel point c'est faux historiquement, et ça ne serait pas exagéré de dire que si l'on prend à contre-pied chaque image que l'on doit avoir sur tout cela, sur la chasse aux sorcières, l'Inquisition, la torture, tout ce que vous voulez, on prend le contre-pied direct, et là on arrive dans ce qui est exact d'un point de vue historique. Alors ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue de la recherche, en université, c'est pas l'image qu'il y a évidemment. La recherche a avancé et on n'a plus du tout la même vision de ces éléments-là que de ces images qui traînent encore dans la population ou ici et là. Donc d'abord, je vais commencer par la chasse aux sorcières. Et la chasse aux sorcières n'a rien à voir avec l'Inquisition, ça c'est un premier point. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais dire, disons, une phrase, la doxa sur le sujet, que l'on entend, ou qu'on en a pu entendre, et que l'on entend encore souvent, et que la plupart des gens, si vous parlez de ces sujets, vous diront certainement quelque chose de ce style-là. C'est la chasse aux sorcières était faite pendant le Moyen-Âge, et c'est l'Église catholique, pendant des tribunaux d'inquisition, qui a brûlé au moins 1 million de sorcières. Il y a un temps où on pouvait entendre ce genre de choses sans problème, et des gens dire cela sans sourciller. Alors, tout ça, dans cette phrase-là, il y a de nombreuses fautes. En fait, tout est faux, en fait, même, on peut dire. Alors, je vais les décliner. Donc, premièrement, ça ne se passe pas au Moyen-Âge. Deuxièmement, c'est pas l'Église catholique, ni pendant les tribunaux d'inquisition. Troisièmement, c'est pas des sorcières, en général. Et quatrièmement, le chiffre 1 million est complètement délirant. Alors, première chose, déjà, et ça c'est massif, c'est que la chasse aux sorcières n'est pas un phénomène du Moyen-Âge, c'est un phénomène de l'ère moderne. Donc, habituellement, le Moyen-Âge, on le fait durer jusqu'à 1492. Et à partir du XVIe siècle, donc c'est l'ère moderne. Et ce qu'on appelle le phénomène de la chasse aux sorcières, que j'expliquerai ensuite, ça se passe entre 1550 et 1650, de façon la période la plus active pour le Royaume de France et en Europe. Et après 1650, ça se termine. Enfin, il y a encore quelques restes, mais très peu. Et en fait, avant 1550, on n'a pratiquement rien. Donc, c'est un produit de la Renaissance et des guerres de religion, en vérité. Et si on regarde d'ailleurs pour le Royaume de France en particulier, les chiffres sont éloquents. Le cœur de ces tribunaux de sorciers se trouve dans la période, dans le dernier quart du XVIe siècle, donc en pleine guerre de religion, et ensuite ça va se calmer. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça ne se passe pas au Moyen-Âge, ça se passe pendant la Renaissance. Et au Moyen-Âge, on n'a rien d'équivalent.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au Moyen-Âge, on n'a rien d'équivalent. On n'a pas comme ça de chasse à sorcières. Deuxièmement, on dit chasse à sorcières, mais cette appellation est doublement fausse, parce que premièrement, ce n'est pas une chasse. Quand on a l'image dans des paysans qui prennent des fourches, et puis on va chasser la sorcière, ou voire même, pourquoi pas, Bernard Guy qui va prendre des fourches et aller chercher les sorcières. Alors, tout ça, c'est complètement faux. On appelle ça chasse aux sorcières, mais en fait, c'est un phénomène que les historiens n'arrivent pas à expliquer. Moi, j'ai une thèse sur ça, mais je vous l'exposerai plus tard, mais qui se retrouve un peu partout dans l'Europe, en particulier dans le Saint-Empire germanique. On en retrouve en Italie du Nord, en France, au Danemark, en Angleterre, en Écosse, un tout petit peu en Espagne, mais presque pas. Et en fait, ça va s'éteindre tout de suite, grâce à l'Inquisition, justement, mais ça sort, je vous expliquerai ça plus tard. Et aussi, donc ça se trouve un peu partout. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de plan, ça n'a pas été planifié en disant on va aller chasser la sorcière. Ça arrive à un moment donné à un endroit. Et ce qui est très étrange, c'est que alors, géographiquement, ça peut être très circonscrit, et puis juste à côté, rien du tout. Et puis il y a comme ça des explosions, et c'est très difficile de trouver de règles générales pour chacun de ces événements. Et en fait, quand on regarde en détail, chacun de ces événements peut avoir tout un tas d'explications à la fois locales, et puis, etc. Et puis d'autres explications, des guerres de clans, etc. Bon. Donc ça, c'est une première chose. Donc c'était pas une chasse dans le sens où c'était pas planifié, et ce n'est pas une chasse non plus dans le sens où tout ce qui concerne ce qu'on appelle les phénomènes de chasse à sorcières passe par des procès et des procédures. C'est très important. Ce ne sont pas de pur lynchage. Parce que ça aurait pu être juste du lynchage. Alors, il y a un phénomène de lynchage dans ce qui se passe là, au milieu des guerres de religion, des gens qui se dénoncent, des histoires de clans qui ressortent, et puis il y a des histoires un peu de lynchage ou de crise mimétique, comme dirait René Girard. Mais dans tous les cas, ça se passe toujours devant un tribunal, et les gens font appel à des juges pour juger des sorciers ou des cas de possession ou autre. Enfin, il y a tout un tas de choses qui rentrent là-dedans. Et la caractéristique de ça, c'est que, et ça c'est la thèse, c'est le résultat actuel de la recherche sur ça, enfin ce qui a les conclusions acceptées par tout le monde, c'est que ça vient de la base, si on peut dire. Donc c'est des dénonces, c'est le peuple qui vient voir les juges pour faire justice. Et ensuite, quand il y a eu des cas de condamnation à mort en nombre assez important, c'était des petits magistrats qui étaient de première instance et qui n'avaient ni pape ni roi au-dessus, et qui étaient en fait laissés sans autorité et sans contrôle. Ce qui est très intéressant, parce qu'en fait, on constate que dans les pays à forte autorité royale, ou en tout cas où l'autorité est revenue rapidement, et où l'Église est forte, la chasse aux sorcières cesse rapidement. Donc en Danemark, en Angleterre et en France, ça s'arrête rapidement. En Espagne, ça ne sera même pas commencé, on peut dire, puisqu'il y avait le roi plus l'Inquisition. Et dans les États du Pape, en Italie du Nord, il n'y a quasiment rien non plus. Et c'est dans l'Empire, Saint-Empire germanique, où en fait, c'est là où il y a le plus où ça a été le plus fort et violent. Donc moi, je vais surtout vous parler de la France, parce que je connais mieux ça. Et enfin, donc petit magistrat, et enfin, bon, le chiffre. Alors, 1 million, c'est complètement délirant, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, disons que la fourchette haute des estimations sur toute l'Europe, sur ces 100 ans, serait 50 000. Mais bon, en fait, ces chiffres ne veulent rien dire en histoire, parce que pour ces époques-là, on manque de sources de toute façon, et on a du mal à faire des estimations.
Pour vous dire, en gros, dans les années 70, c'était 1 million. Aujourd'hui, c'est maximum 50 000. Et quand moi, je regarde des cas précis, par exemple, j'ai regardé pas mal le Pays Bas. Sur le Pays Basque, je vous expliquerai ça plus tard aussi, mais juste pour parler du chiffre, c'était 1000 personnes en 2 mois dans les années 70. Aujourd'hui, on est maximum 80 personnes. Et en fait, sûr à 100%, c'est 15 personnes, quoi. Donc, ce qui est incroyable, c'est que, au fin de compte, enfin bon, chaque vie est importante, c'est pas la question, mais d'un point de vue, quand on regarde procédure après procédure, on est très loin, par exemple, de ce qui se passe au moment des tribunaux révolutionnaires en France. Si on compare aux tribunaux révolutionnaires pendant la Terreur, là, on a des milliers de personnes juste à Paris sur quelques mois. Et c'est sûr, sans compter après les massacres à Lyon, où là c'était au canon que ça se faisait, et sans compter le fait que les procédures étaient complètement euh, euh, non respectées, et en fait on était accusé d'office dès le départ. Alors que même dans les tribunaux laïcs, les procédures étaient généralement appliquées, en fait. Donc, bon, donc ça, c'est ce qui se passe donc, ni au Moyen-Âge, ni une chasse aux sorcières telle qu'elle. Et deuxièmement, premièrement, et troisièmement, ni des sorcières euh, en majorité. Et ça, c'est un fait massif. Alors moi-même, au début, je ne pensais pas, parce que c'est tellement massif, cette vision de la sorcière qui est chassée, qu'on le remet peu en cause, mais maintenant la recherche en fait chiffrée, documentée, prouve le contraire. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que les sorcières étaient minoritaires, enfin les femmes dans ce genre d'affaires étaient minoritaires, donc c'était moins de 50%. Un chercheur américain qui a étudié la France en France, qui a fait une très intéressante recherche sur le Parlement de Paris. Donc le Parlement de Paris, c'était la Cour supérieure en France qui traitait dans le ressort enfin, tous les appels du Royaume de France et le domaine du roi, donc qui s'étendait quand même sur une grande partie de la France. Et donc de 1550 à 550, il liste toutes les affaires qui ont trait de près ou de loin à la sorcellerie, et il y a 40% de femmes qui sont condamnées à mort. Et donc, en fait, c'est une minorité, et ça a toujours été une minorité. Mais ce qui est intéressant, et c'est certainement de là que vient cette image à la chasse à sorcière, c'est que par rapport à la criminalité habituelle, disons, de la femme, c'est effectivement plus élevé. C'est-à-dire que le même Alfred Soma, pour la même période, trouve que dans tout cas confondu, pour ce qui est du criminel, on a plutôt 15% de suspects, enfin d'accusés qui sont des femmes. Et encore plus intéressant, pour ce qui est du Moyen-Âge, donc entre le XIIIe et la fin du XVe siècle, le taux de femmes que l'on retrouve à partir des sources du Parlement, qui peuvent être accusées, c'est entre 4 et 10%. Donc, et ça c'est connu, hein, c'est plutôt les hommes qui font des crimes plutôt que des femmes d'un point de vue statistique en tout cas. Ce qui est intéressant aussi pour dire la criminalité féminine est plutôt bornée à l'infanticide, à l'empoisonnement et à l'adultère. Et pour ce qui est de l'adultère et de l'empoisonnement, on est à peu près à 50-50 femmes-hommes, et c'est vraiment pour l'infanticide où c'est enfin l'avortement, hein, donc souvent, hein, pas que, où ce sont les femmes qui sont majoritaires de façon écrasante. Donc, il est vrai qu'il y avait plus de femmes d'un point de vue statistique, mais d'un point de vue absolu, on restait en dessous de 50%. Donc, c'est pas spécialement contre les femmes, ça c'est le délire du XXe siècle. Et deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est que donc n'importe qui était poursuivi. En fait, il y a de tout. Et partout, que ce soit en ville, en campagne, que ce soit des jeunes, des vieux, que ce soit des clercs ou des laïcs, parce qu'il y a aussi beaucoup de prêtres en fait qui ont été visés ici et là. Il y a de tout. Il y a de tout, il y a de tout. Et donc c'est pas une chasse, c'est pas spécifiquement des sorcières,
D'ailleurs, le crime de sorcellerie n'existe pas hein, au Moyen-Âge, et en droit, c'est mis en place de façon très tardive, donc au milieu du XVIe siècle. Voilà, c'est ça. Et enfin, rien à voir avec l'Église catholique. Alors ça, c'est la grande tarte à la crème. Rien à voir avec l'Église catholique, en ce sens que les tribunaux qui jugeaient ces cas-là ont toujours été des tribunaux laïques. C'est la caractéristique, c'est des tribunaux laïques qui ont fait ça. Et simplement, comme la procédure habituelle pour le criminel à l'époque était la procédure inquisitoire, c'était déjà le cas, et ça c'était pour tous les procès, dès que c'était du criminel, en général, c'était de la procédure inquisitoire, surtout pour les crimes dits énormes. On a vite fait le lien, procédure inquisitoire, inquisition, Église catholique, donc c'est l'Église catholique qui chasse. En fait, pas du tout, et c'est même l'inverse, dans le sens où, dans les endroits où l'Église catholique était forte, et où la doctrine catholique était forte, la chasse aux sorcières, c'est tout de suite circonscrite, et l'exemple parfait, c'est l'Espagne. L'Espagne catholique de l'époque, qui a mis l'Inquisition, qui avait expulsé les Juifs, qui avait évité, finalement, qui avait fait aussi les réformes du Concile de Trente avant le Concile de Trente, dans le siège d'Isabelle la catholique, qui avait assaini au début donc, du XVIe siècle, qui avait assaini l'épiscopat espagnol, a évité les guerres de religion, d'une part, et deuxième part, grâce à l'Inquisition, grâce au Saint-Office, les cas de sorcellerie ont été circonscrits au Pays Basque, parce que là, ça commençait à apparaître par contamination française, parce que juste à côté, au même moment en France, ça se passait. Et tout de suite, la Suprema, donc qui est la Cour supérieure de l'Inquisition espagnole, a mis des règles très précises pour ce genre de cas, et qui a fait qu'ensuite, il y a eu plus du tout d'effets comme ça, d'épidémie de sorcellerie où les condamnations rangeaient des condamnations. Et de la même façon, les pays où le pouvoir royal était fort ont fini, dès que le roi en France reprend la main, ce qu'on appelle chasse aux sorcières, le phénomène chasse aux sorcières devient quasiment rare, devient rare et disparaît peu à peu. Bon, alors ce qui est intéressant aussi, pourquoi ça s'est passé, et là c'est très lié à la Renaissance, et ça c'est vraiment important de le comprendre pour nous, c'est que c'est vraiment lié à la Renaissance, et quelque part, moi je pense à l'humanisme, c'est-à-dire que autant, alors, la grande difficulté de toutes les recherches qui existent à l'heure actuelle sur ces sujets-là, c'est qu'ils partent du principe que le diable n'existe pas, évidemment. Mais ce qui est intéressant, parce que c'est très apologétique, puisque tous les chercheurs, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sur ce sujet, sont pas catholiques, pas religieux, ne croient pas au diable, et puis plutôt anti-catholiques au départ. Et pourtant, leurs résultats vont dans ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, ça c'est admis, hein, tout ça. Et donc c'est très apologétique, puisque eux-mêmes, finalement, des gens qui sont très hostiles au départ avouent tout ça. Et ça nous aide. Et en fait, donc, ce qu'ils n'arrivent vraiment pas à comprendre, les chercheurs, c'est pourquoi ça s'est passé. Et bon, alors, ils mettent des explications. Donc, ils mettent l'explication de la peur, par exemple. La peur de l'époque, etc. Alors, c'est pas faux, en fait, mais en fait, c'est vrai même. Mais c'est lié justement aux guerres de religion et effectivement, à cette époque, à cette angoisse qui a pu exister ici et là de la déchirure de la chrétienté, en fait. Et si on a la foi, c'est sûr aussi, mais ça j'en parlerai plus tard, c'est qu'à ce moment-là, le diable se déchaîne aussi, donc il n'y avait pas de fumée sans feu, et il se passait des choses ici et là, et dans le contexte des guerres de religion, puis des disputes, des guerres de clans, etc., ça a pu prendre
des proportions pas possibles à certains endroits. Ce qui est très intéressant et qui montre qu'il y avait quelque chose qui était hors de la normale, c'est que quand un juge commençait à condamner, ben, il y avait un appel d'air et il y avait de plus en plus, il y avait une épidémie de sorcellerie. Tout le monde, il y a des dénonciations en masse, des chaînes, et puis des choses très troublantes. Quand on regarde des cas, des enfants de 9-10 ans qui commencent à dénoncer des choses tout à fait des histoires de sabbat incroyables, même terribles. Et en fait, on se dit que moi, en tant que parent, si mon enfant arrive à la maison et il me raconte ça, si je prends pas le fusil pour aller faire justice, je vais clairement voir un juge pour qu'il fasse quelque chose, parce qu'on se dit c'est pas possible qu'un enfant de 10 ans ait inventé ça, quoi. Donc quand ça se passe une fois, on peut voir une manipulation ici ou là, mais quand ça se fait sur des dizaines et des dizaines de cas, donc en fait, on peut comprendre ce qui s'est passé d'un point de vue psychologique au minimum à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que ça se passe pas au Moyen-Âge. Et pourquoi ça se passe pas au Moyen-Âge? Et ça vient de l'humanisme. Et pourquoi ça vient de cette renaissance-là? C'est parce que tous les magistrats laïcs font des traités de démonologie à cette époque. Donc on a même Jean Baudin qui fait un traité de démonologie. Luther appelle à brûler les sorcières de façon massive et frontale, sans souci. C'était complètement accepté à l'époque. Tout le monde, évidemment, croyait au diable. Et bizarrement, c'était peut-être l'excès inverse de notre époque. C'est-à-dire que si aujourd'hui, plus personne ne croit au diable, à l'époque, il y avait dans les milieux, dans une certaine période de perte de la foi, et puis de ces guerres de religion qui a déchiré l'Église catholique, et de ces hérésies qui arrivaient partout. On a perdu la doctrine, certains ont perdu la doctrine sur la place du diable, etc. Ils lui ont donné une importance trop forte finalement, et en allant au-delà du raisonnable. Et pourquoi au Moyen-Âge ça se passait pas? Parce que donc ça, voilà, c'est les grands traits de la chasse aux sorcières. Et je vais donc expliquer 2 points maintenant. Un premier point sur l'origine de la chasse aux sorcières, enfin disons d'où ça vient, parce qu'il y a quand même des choses qui arrivent à la fin du Moyen-Âge, et comment ça s'est résolu en pratique. Donc à la fin de la chasse aux sorcières. Donc les origines, en fait, il y a cette histoire de sabbat, que vous connaissez peut-être. Le sabbat, on arrive à l'identifier de façon très explicite, d'un point de vue, très précis d'un point de vue historique. Donc c'est dans le Dauphiné, dans les années 1460, qu'on voit une première mention du sabbat tel qu'il apparaît ensuite au XVIe et XVIIe siècle, dans le Dauphiné, dans les Alpes, dans certains procès justement d'inquisition, d'hérésie et de possession diabolique, où un inquisiteur, mais qui n'était pas le juge qui était là pour le procès, note dans ses papiers les témoignages qui racontent le sabbat, mais qui n'était pas l'objet du procès spécifiquement. Il y avait pas, c'était pas ça l'objet du procès. Donc on trouve là ça, et puis ensuite, mais il n'y a pas, en fait, on n'a pas de... Les éléments que l'on retrouve dans le sabbat ne disons que dans chaque cas précis, c'est pas forcément même qui ressortent, même s'il y a toujours un peu en fait une sorte d'inversion des sacrements catholiques, une sorte de messe noire, de rassemblement autour du diable, etc., ce genre de choses, avec des potions, des poisons, des orgies, ce genre de choses. Mais après, en fonction des endroits et des lieux, il y a tout un tas de combinaisons qui se fait. C'est très variable en fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les magistrats laïcs et les intellectuels du XVIe siècle ont repris ça dans tout un tas de traités de démonologie, et ça s'est étendu, et tous les magistrats laïcs étaient
très convaincus de tout cela et prenaient très au sérieux ces cas-là, et quand ça se présentait, ils étaient sévères. Et comme on est dans une époque d'affaiblissement de la foi, il y a aussi la réapparition d'un certain nombre de superstitions d'une part, et deuxièmement aussi, comme on a cette hérésie qui sépare l'État, enfin, qui exclut l'Église catholique d'un certain nombre d'endroits, et qui interdit finalement à l'Église catholique d'avoir ses tribunaux ecclésiastiques. On n'a plus que, dans un certain nombre de lieux, on n'a plus que les tribunaux laïques, et les tribunaux laïques ont la main lourde. Et c'est pas pour rien que c'est dans le Saint-Empire germanique que ça a été le plus violent, puisque c'est là où la guerre des religions et puis l'hérésie protestante a été le plus forte, et où il y a une exclusion complète de l'Église catholique. Et en France, c'est intéressant, si ça s'est passé, c'est parce qu'il y a une certaine usurpation ou une certaine aussi soumission de l'épiscopat à la justice laïque, qui ne revendiquait plus forcément toujours ses droits, et qui laissait faire même juger des prêtres, ce genre de choses, alors que normalement, à ces époques-là, c'était un clerc était jugé par un tribunal ecclésiastique, quel que soit le sujet de l'accusation, enfin, quel que soit le délit, le crime. Et là, voilà, il y a ça aussi qui flanche. Alors que dans les pays où ça ne flanche pas, comme en Espagne ou en Italie, il n'y a pas de chasse aux sorcières. Et voilà, ça c'est l'origine. Alors je suis obligé de parler du marteau des sorcières, parce que si on vous fait des discussions, je pense qu'on vous le citera forcément, qui est le point historique qui permet même à des chercheurs de bonne volonté de lier l'Inquisition à la chasse aux sorcières. Juste pour information, en fait, d'un point de vue de la recherche universitaire, ceux qui étudient la chasse aux sorcières, c'est pas du tout ceux qui étudient l'Inquisition, parce qu'en fait, c'est des sujets qui n'ont rien à voir. Donc, ils se parlent pas forcément entre eux, et ils étudient pas les mêmes choses. Donc, ceux qui étudient l'Inquisition savent que ça n'a rien à voir, mais ceux qui étudient la chasse aux sorcières, souvent, même si c'est pas leur sujet de recherche, ils vont dire ah, c'est la faute indirecte de l'Église, parce qu'il y a le marteau aux sorcières. Et le marteau aux sorcières, qu'est-ce que c'est? Malleus Maleficorum, c'est un traité écrit par deux inquisiteurs dominicains à la toute fin du XVe siècle, donc publié en 1486 dans l'Allemagne rhénane, parce qu'ils avaient des cas comme ça en fait. Donc ils ont écrit ce manuel que je commence à lire, mais qui en fait est sérieux normalement. Simplement, alors, il y a une partie de théologie, enfin, il suit le schéma habituel. Donc, il parle d'abord de quelles sont les hérésies, il parle ensuite de la procédure, et en troisièmement de comment il faut les punir. Et ce qui est intéressant, c'est que on commence à avoir une tendance à recommander d'être sévère. Et bon, bref. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce livre-là, publié en 1486, et il se trouve qu'avant la publication, en 1484, le pape donne une bulle pour soutenir cet inquisiteur dans son action sur place, mais qui est une bulle simplement de soutien à un inquisiteur pour l'aider à faire ses procédures localement. Il n'y a pas du tout de... il n'y a pas d'appel d'abord à la chasse aux sorcières, il n'y a pas de spécificité sur des sorcières ou quoi. Il juste parle des cas de possession, d'invocation aux démons, d'hérésie, enfin des choses, disons, complètement habituelles. Et rien sur le marteau aux sorcières, puisqu'il n'est pas encore existant. En fait, les deux inquisiteurs ont publié ce marteau aux sorcières comme une sorte de manifeste pour dire qu'il faut s'occuper de ces cas de sorciers qui deviennent épidémiques. Mais en fin de compte, comme ça n'a pas été pris en compte, et cet inquisiteur a été condamné par le Saint-Office quelques années plus tard, en 1490, et ce marteau aux sorcières se retrouve dans plusieurs listes, se retrouve au siècle suivant à l'index, dans plusieurs listes d'index.
Je n'ai pas encore trouvé la raison spécifique dedans. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce livre-là a été ensuite diffusé en dehors du contrôle de l'Église, complètement. Même dans les éditions ultérieures avec des faux imprimatours et en mettant en exergue cette bulle qui soutenait l'action de l'inquisiteur au début mais qui n'a rien à voir avec le livre et une lettre de l'université de Cologne qui disait que d'un point de vue théologique il ne voyait pas de problème malgré des recommandations très sévères des recommandations peut-être un peu sévères sur les sanctions et en prenant la réserve en disant oui, effectivement si les cas qui sont décrits sont vrais, ça marche. Donc je ne sais plus où vous avez perdu le train, mais j'étais en train de parler du marteau des sorcières et dire que ce livre qui a eu un succès de librairie avait été publié en dehors total du contrôle de l'Église, alors même que l'inquisiteur qui l'avait écrit a été condamné et qu'il avait été mis à l'index, et avec, comment dire, habillé d'autorité, en mettant une bulle du pape et puis une lettre de l'université de Cologne, alors même que ça avait été condamné. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs trouvent que ces éditions sont de très mauvaise qualité. Dans le sens où les rééditions ultérieures qui sont tout au long du XVe siècle sont faites à la va-vite, avec beaucoup de fautes, etc., justement pour le diffuser comme si c'était presque une campagne une campagne de presse, voilà, pour encourager je sais pas, voilà, sa diffusion de ça, et puis peut-être, et puis derrière, c'est pas ça qui était utilisé pendant les tribunaux ou les procès, mais tout un tas d'humanistes ont tous écrit leur traité des monolatries, et puis c'est arrivé jusqu'au petit juge. Mais ce qui est intéressant, c'est que, donc, comme je répète, l'Église catholique n'a jamais participé en fait à ces procès, et l'endroit où elle a participé, comme en Espagne, c'était pour l'arrêter rapidement. Et en fait, ce livre précis qui est censé faire le lien, parce que l'auteur est un inquisiteur, n'est à proprement pas parler sur les sorciers spécifiquement, et surtout a été condamné et a été en fait utilisé après coup, mais n'a jamais été accepté par l'Église, et l'Église d'ailleurs n'a jamais criminalisé la sorcellerie en tant que telle. Et en fait, la référence pour les procès de ce genre-là était le canon épiscopie de la fin du XIe siècle, qui était la référence en la matière et qui disait la jurisprudence sur les cas parce qu'en fait, il y a des cas de sabbat qui existent auparavant, de façon très minoritaire, mais qu'on trouve ici et là, et qui recommandent aux juges de faire attention à ces témoignages, que, a priori, enfin, il fallait garder raison gardée, que s'il n'y avait pas d'autres preuves concordantes ou quoi, il ne fallait pas le croire comme ça à 100%, et que c'était parce que le démon pouvait jouer sur l'imagination et faire voir des choses sans que ça soit forcément une réalité matérielle, sans nier le fait que ça pouvait être parfois la réalité matérielle. Et donc, dans les théologiens de l'époque, il y avait deux opinions. Il y avait l'opinion plutôt de Cajetan, qui pensait que dans la plupart des cas comme ça de sabbat, c'était plutôt une minorité qui était matérialisée, et une autre opinion qui pensait que c'était plutôt majoritaire. Mais dans tous les cas, il y avait un débat, et ce qui est intéressant, c'est que c'était au cas par cas, en fait. Voilà, au cas par cas. Mais, comme vous l'aurez remarqué, sur cette chasse à la sorcière, tout ça, c'est vraiment le début de l'ère moderne, de la Renaissance. Même ce marteau aux sorcières, c'est la toute fin de ce qu'on appelle le Moyen-Âge, 1486. Et avant ça, on n'a rien de tel. Voilà. C'est que des procès. Quand il y a des procès, c'est la chose classique, quoi. C'est soit des hérésies, ou soit des possessions diaboliques. Mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de cette sorte de cristallisation sur le sabbat.
Et ensuite, pour finir, donc pour comment ça se termine, cette histoire de chasse à la sorcière. Alors, deux choses. D'abord, en France, et avec l'Église. Donc, en France, la fin, disons, la fin toute fin, c'est 1670, où il rentre dans le droit commun le fait que toute condamnation à mort est automatiquement envoyée en appel à Paris. Donc les juges, enfin les tribunaux de première instance ne peuvent plus condamner à mort. Enfin, ils peuvent condamner à mort, mais ne peuvent plus exécuter. Ça doit être revu par Paris. Donc après cette date, il n'y a plus de condamnation à mort pour ce genre de cas. Et sinon, en fait, après 1610 en pratique, il y a une baisse. Enfin, les cas en fait de chasse, de condamnation pour sorcellerie diminuent drastiquement. Parce que dès ce moment-là, il y a plusieurs arrêts du Parlement de Paris qui exigent que pour les cas de sorcellerie, ça soit envoyé en appel systématiquement. Donc ça, c'est pour la France. Donc ça vient de la reprise en main du pouvoir par le roi, quelque part. Et dans l'Église, c'est pareil. Donc je verrai plus tard pour l'Inquisition espagnole, mais en fait, c'est l'Église qui, la première, enfin c'est le pape qui en 1657 met une bulle qui exige pour tous ces cas-là de sorcellerie, etc., d'avoir une expertise médicale pendant la procédure pour vérifier que la personne qui fait des témoignages a sa raison, quoi. Et là, mais évidemment, ça s'était appliqué que dans les tribunaux ecclésiastiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le vrai début de ce qu'on appelle l'utilisation de la médecine dans les procédures, criminelles. Voilà, d'avoir un avis médical qui reste un avis, hein, qui n'est pas absolu évidemment, mais un avis médical pour vérifier que la personne n'est pas malade d'un point de vue psychologique ou autre. Et c'est l'Église qui a exigé ça en premier. Voilà, c'est intéressant. Donc, je vais rentrer dans la conclusion et essayer de résumer. Alors, ouais, on l'a vu, donc rien à voir avec l'Inquisition, rien à voir avec les inquisiteurs, rien à voir avec le Moyen-Âge, pas spécialement les sorcières, une minorité de femmes. Pourquoi ça se passe? Parce qu'en fait, finalement, il y a une question qui se pose, c'est qu'on a vu que même au niveau des victimes, c'était pas forcément si démentiel que ça, même si on prend la fourchette haute de 50 000 sur 100 ans sur toute l'Europe, qui est quand même immense. Ça semble que ce chiffre est complètement, il sort un peu de la besace, quoi. Hein, c'est plutôt un maximum qu'autre chose. Pourquoi on en parle tant et surtout pourquoi? Parce que ce qui est vrai, c'est que ça a été utilisé contre l'Église et contre la foi au XXe siècle pour d'autres raisons complètement externes que je vous présenterai plus tard. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à l'époque, ça a marqué les consciences et que c'est surreprésenté dans les sources, certainement. Et même dans les sources imprimées. C'est-à-dire qu'effectivement, on a beaucoup de traités sur ça, on a beaucoup d'écrits, il nous reste des procès. Mais pourquoi ça a été si prégnant? Alors, j'ai deux explications à apporter. C'est que, premièrement, ça a été un choc par rapport au Moyen-Âge, justement. C'est qu'au Moyen-Âge, d'ailleurs, je suis en train de lire un très bon livre de Claude Gauvard sur un condamné à mort au Moyen-Âge. C'est la spécialiste la plus renommée, disons, du Moyen-Âge aujourd'hui. Et en gros, on se rend compte qu'au Moyen-Âge, on ne condamne pas à mort, en fait. Hein. Les condamnations à mort sont extrêmement rares et toujours extrêmement justes. Enfin, il n'y a pas de condamnation à mort. Il y a peut-être eu des cas de condamnation à mort d'innocents, mais c'était vraiment extrêmement rare et la justice marchait extrêmement bien. Enfin, c'est impressionnant comment la justice du Moyen-Âge était juste, équitable.
voilà. Et ce qui a peut-être marqué pourquoi c'est resté autant, c'est qu'effectivement, comparé au Moyen-Âge où on n'arrive pas à trouver de condamnation à mort, où on a, par exemple, il y a des périodes à Paris où on n'a qu'une condamnation à mort sur 15 ans, alors que Paris, enfin, Paris, c'est l'endroit où le plus gros tribunal de France, etc. Voilà. Et que la plupart des cas, c'était souvent des crimes politiques d'ailleurs, hein. C'est-à-dire soit des rébellions ou soit des séditions, c'était très rarement du pur crime, parce qu'on se débrouillait toujours d'une façon ou d'une autre pour trouver d'autres solutions, sauf vraiment les crimes énormes, les serial killers ou ce genre de choses-là. Et bien effectivement, quand on regarde la Renaissance, là, on a, même si par rapport aux boucheries contemporaines des tribunaux révolutionnaires, en France, mais de toutes les révolutions, de ces massacres qui sont faits d'un point de vue idéologique, et après même sans procès, sans même chercher à se justifier parfois, c'est sûr que comparé à ça, la chasse aux sorcières semble petite, mais la chasse aux sorcières à l'époque, comparée au Moyen-Âge, semble énorme en fait. Et je pense que c'est pour ça que c'est resté vraiment dans les mémoires, parce que ça a choqué des endroits où sur 5 siècles ou 4 siècles, il n'y a jamais eu un lynchage, il n'y a jamais eu d'explosion de violence comme ça, enfin de ce côté lynchage où ça prend des proportions pas possibles. Bah ça marque une localité et ça reste longtemps dans les mémoires, c'est logique. Et puis deuxième chose, c'est lié vraiment à la guerre des religions et à l'hérésie. Et là, ça, c'est ce que les chercheurs ne veulent pas, évidemment, ne veulent même pas en parler, tellement c'était impensable dans les années 70, 80 et 90. Mais quand on regarde, en fait, les dossiers un à un, bah, clairement, il y a des histoires de lynchage, et souvent, ça part je vous présenterai cet après-midi, mais ça part de disputes de clans locaux qui utilisent ça un peu comme prétexte pour régler le compte à leurs ennemis politiques, et puis après ils perdent le contrôle et ils commencent à avoir des sorciers partout, quoi. Mais ce qui est incroyable, c'est que il y a des choses qui se passent. On a vraiment une impression d'explosion diabolique et que ça se répand. Et en fait, on le voit dans les sources, mais on le voit aussi dans la recherche en lisant entre les lignes. On se rend compte que dans ces histoires de tous ces gens qui font ces traités de démonologie, tout ça, souvent, en fait, il y a un magistrat qui est hermétiste, qui touche à des choses occultes, et qui peut-être n'aime pas trop les sorciers, disons, du commun qui font des petites potions, des choses comme ça, soit pour faire du mal, mais aussi à la demande des gens, quoi. Et ils n'aiment pas trop ces sorciers populaires, ils préfèrent la sorcellerie scientifique, qui est l'art mystique, la gnose, qui donnera plus tard la franc-maçonnerie, etc. Il y a certainement cet aspect-là. Et puis aussi, d'un point de vue du climat de l'époque, c'est cette conscience aiguë de la fin d'un monde, je pense aussi. C'est que, en particulier en France, mais aussi le bon catholique de base qui voyait bien ce qui se passait là, il voyait bien que c'était la fin d'un monde qui se passait, que c'était la fin de la chrétienté telle qu'elle existait depuis quasiment, au moins depuis 800 ans, quoi. Et que la chrétienté avec cette église, voilà, où tout était chrétien, bah, se terminait et que donc il y avait une action diabolique immense et donc il y a eu les guerres des religions et puis il y a eu ces aspects de possession de briques, tout ça, sans frein ni de l'Église ni du roi, et ça a donné ça. Et peut-être pour finir, voilà, je vais finir sur ça. Pourquoi les gens noirs s'est créé? Et ça, bon, ça c'est une histoire contemporaine en fait. Ça s'est créé en 3 étapes. Et ça aussi, historiquement, ça se définit très 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 précisément. Ça se fait en 3 étapes.
La première étape, c'est Lamotte Langon, début du 19e siècle, en France, les années 1820, qui écrit à la ligne, et qui paye à la ligne, et qui, en fait, écrit une histoire de l'Inquisition, qui aujourd'hui s'est prouvé qu'elle est tout à fait trafiquée, en fait. Et ce qu'il faisait, donc c'était évidemment un anticlérical, et c'était à la mode à l'époque d'écrire ce genre de choses, donc il rajoutait. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait des procès de sorcellerie qu'il trouvait dans des archives ici et là du 16e ou du 15e, sauf qu'il le plaçait au XIIIe siècle. Il remplaçait le juge laïque par des inquisiteurs dominicains, de préférence. Et ensuite, il mettait une scène de la torture là-dedans, évidemment, et il laissait aller à son imagination. Et il était à la ligne. Donc après, à partir de lui, il a été cité, et ça s'est répandu, disons, cette doxa-là. Et ce qui est fou, c'est vraiment une manipulation dans le sens où il mettait des notes et il citait, et en fait, c'était faux, quoi. Enfin, c'était trafiqué. Il trafiquait, la source existait, mais ça ne correspondait pas à la source. Enfin, il trafiquait la date, le lieu et les protagonistes, et même ensuite il inventait toute une partie de choses. Enfin, donc ça, c'est la première étape de la légende noire de l'Inquisition, liée avec ces histoires de sorciers. Alors, la deuxième étape, c'est Michelet en France, qui a écrit un livre, La sorcière, qui est traduit en japonais d'ailleurs, hein, qui a un succès phénoménal, et qui est complètement délirant. C'est du roman, en fait. C'est du roman. Il a installé, il décrit la persécution de la sorcière, de préférence jeune, belle, toute gentille, et qui se fait persécuter de façon complètement injuste. Donc l'image de la sorcière qu'on a, là, comme ça vient de là, de Michelet, qui l'a, disons, cristallisé et répandu. Et la troisième étape, c'est Margaret Murray, anthropologue du début du XXe siècle, donc qui n'est pas historien. Michelet, qui se disait historien, mais qui, soit dit en passant, n'est pas historien, et il n'y a aucun historien qui oserait le citer à l'heure actuelle, parce qu'on sait très bien qu'il ne regardait pas des sources. Et Margaret Murray, anthropologue, donc pas spécialement historienne, et qui a filé sur ça, et qui a mis en place la thèse de la persécution patriarcale des pauvres femmes, et qui avait comment dire, des traditions extrêmement anciennes qui ont survécu à travers les âges, et que en fait la chasse à sorcellerie, c'était une sorte de campagne culturelle pour détruire une minorité culturelle, ou ce genre de choses. Et c'est ça qui a été la base de toutes ces histoires de la mode de la sorcellerie qui explose après-guerre, et qui continue aujourd'hui et qui ne s'arrête pas, et que l'on remarque partout, hein. Par exemple au Japon aussi, hein. Par exemple, vous prenez un film d'animation de Hayao Miyazaki qui s'appelle Kiki la petite sorcière, qui en tant que film est gentillet, mais voilà, qui installe cette image de la sorcière gentille, forcément, voilà, qui n'est plus un sorcier, qui est forcément une femme, alors qu'historiquement, en fait, c'était majoritairement des hommes, etc., etc. Voilà. Donc ça, ça vient de là, sur notre époque. Mais voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour cette première conférence. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous êtes en mutin? Paul, moi, je n'ai pas de question particulière. Il y a beaucoup, je vois. Donc, simplement, c'est un travail que vous faites pour une thèse?
Oui, alors ça va pas être. J'ai fait plusieurs papiers universitaires, effectivement. J'en ai 2 publiés déjà. Il y en a un troisième qui va arriver. C'est pas mon sujet de thèse en fait en particulier, mais comme ça fait longtemps que je travaille dessus, je l'ai publié voilà, au niveau universitaire au Japon, mais je sais pas en français encore. Il faudra que je le fasse en français. Vous Peut-être partiellement en français. l'avez publié en japonais? Oui. Bravo, félicitations. D'accord. Et pourquoi en japonais? Parce qu'au départ, j'avais présenté au Japon en fait. Et c'est-à-dire que c'était pour communiquer les résultats de la recherche en France, qui se faisait, enfin qu'on avait en France, mais qui n'était pas en japonais. Et puis, à force de creuser, j'ai découvert aussi des choses qui n'étaient pas forcément dans la recherche précédente. Et comme je l'avais fait en japonais et que mon professeur d'histoire du droit occidental avait touché à ce sujet aussi. Et en fait, là, c'était un universitaire, donc il m'avait dit tous les poncifs qui circulaient sur ce sujet en université japonaise. Moi, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut publier un contrepoint, quelque chose. Et donc, voilà, j'ai fait ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est que alors, d'un point de vue de la société en France, les gens, on est encore dans les années 70, quoi. Hein, on a la vision complètement fausse de l'acquisition de la chasse aux sorcières. Dans les milieux universitaires, c'est beaucoup moins le cas. Pour l'acquisition, pas du tout. Et pour les milieux de la recherche de la chasse aux sorcières, beaucoup moins. Mais par exemple, quand on arrive au Japon, alors, pour les quelques recherches sur l'acquisition, ça va. Mais dès qu'on arrive à la chasse aux sorcières, c'est vraiment délirant, en fait. C'est délirant. Et puis, il y a ce côté de... Il y a tous les poncifs, mais qui sont assénés de façon, mais comme des vérités absolues, mais sans aucune preuve. C'est incroyable. Mais dans les livres, vous prenez le que sais-je, l'équivalent du que sais-je japonais sur la chasse aux sorcières. Donc c'est Iwanami Shinsho, ça s'appelle Majogali. Il y a tous les poncifs, quoi. Et asséné comme ça. Et comme ici, à la différence de la France, il n'y a pas d'histoire catholique, nous, on a l'avantage, c'est qu'en France, même s'ils sont minoritaires, on a quand même des historiens catholiques qui, depuis longtemps, ont fait des choses qui sont sensées, quoi. Et donc, qui tirent, disons, les discussions universitaires, voilà, un minimum, puis jusqu'à une certaine époque, les gens savaient un minimum quand même de ce que c'était que l'Église, ce que c'était le catéchisme, donc ils évitaient de dire des trop grosses bêtises. Alors qu'ici, il n'y a pas ça, il n'y a aucun filet. Donc on lit des choses comme ça du IIIe siècle et du XVIIe siècle, et puis avec le folklore japonais à côté, enfin ça fait des trucs mais, complètement monstrueux. Voilà. Mais moi, mon intérêt, c'était vraiment l'Inquisition. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Et la chasse aux sorcières, j'ai dû en parler parce que à chaque fois qu'on parle de l'Inquisition, il y a la chasse aux sorcières qui arrive, quoi. Et bon, si vous êtes intéressé, vous pourrez regarder là en français. J'ai publié sur Issa Gallier 2 articles sur des rites bouddhiques et puis des possédés, enfin des chamans japonais. Et c'est très intéressant parce que on voit comment c'est institutionnalisé en monde païen, en fait, la possession, etc. Enfin, les rites pour arriver à être possédé, finalement. Et là, il n'y a pas de souci, hein, c'est évidemment normal. C'est assez effrayant, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des... En fait, c'est pas le sabbat, c'est comme on a chez nous, mais on a les mêmes... alors que normalement, il n'y a aucun lien historique, on a les mêmes... les mêmes structures, quoi, les mêmes invocations, les mêmes phénomènes de possession, les mêmes les attraits du secret aussi, enfin le secret des rites, ce genre de choses. Donc effectivement, il y a un sujet aussi de ce côté-là. Sauf qu'évidemment, c'est pas poursuivi, c'est utilisé. Et en fait, c'est un phénomène. Et quand les missionnaires arrivent, et ça se voit aussi aux Amériques,
Évidemment, ils combattent toutes ces invocations diaboliques, mais pas par, pas par la chasse à la sorcière, par la conversion. Et quand il faut sévir, le bras séculier était là, on pouvait s'appuyer dessus, mais dans les nouveaux pays de mission, c'était toujours très très doux en fait. Au Mexique et tout ça, alors qu'il y avait des cas qui pouvaient être extrêmement sérieux. Bah, les inquisiteurs avaient la main très 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 légère, même, enfin, et là je parle que des cas avérés d'invocation au diable et qui sont volontaires, enfin vraiment voulus, sans excuses, répétés, etc., etc. Parce que je l'expliquerai tout à l'heure, mais en mode chrétien, à la moindre, surtout dans les tribunaux ecclésiastiques, à la moindre signe de repentance, enfin, c'est toujours à l'avantage de l'accusé. Et même tellement que c'était vu d'ailleurs par toutes les justices laïques comme laxiste. Et c'était répété, répété, répété. Et au point que, ça je vous le dirai cet après-midi parce que c'est quand même intéressant, mais c'est-à-dire que le seul cas de sorcier au Pays Basque qui se passe en 1611, quand les sorciers, en fait, qui vont être condamnés, certains condamnés à la fin, voient que ça commence à chauffer, ils vont se livrer à l'Inquisition. Parce qu'ils sont sûrs qu'ils vont s'en sortir comme ça. C'est incroyable. Enfin, c'est pas incroyable, en fait, c'est logique. Mais on a une vision complètement fausse de tout ça, et qui est en fait une projection de ce que nous, on vit et qu'on a vécu sur les 2 derniers siècles. Et donc, dans un monde païen, quand ils étudient ça, ils ne peuvent même pas comprendre que ça soit possible. Moi, c'est le mur sur lequel je me suis heurté au début, avec mon professeur d'histoire de droit, pas de l'Occident, parce qu'il regardait l'Occident, donc il voyait ce qui se passait quand même, le droit romain, tout ça, mais du Japon. Quand je commençais à présenter au début la monarchie française, mais d'un point de vue institutionnel, il ne me croyait pas. Il pensait que c'était juste une théorie politique, quoi, et que c'était pas une réalité institutionnelle et encore moins appliquée. Parce qu'ils ont l'image de la République, c'est ça? Non, parce que dans leur histoire, c'est dur, quoi. Les institutions sont dures. Elles peuvent être justes, d'un minimum, d'un point de vue naturel, mais c'est extrêmement dur. Et pas de charité, quoi. Pas de quartier, ouais, c'est ça. Ouais, et donc voilà, on n'imagine pas. Ouais. Et puis quand nous, on voit tous les procès idéologiques qu'on a eu au XXe siècle, ces guerres, ces boucheries, et puis les guerres qu'on a aujourd'hui, on n'imagine pas une époque où ça soit, où en fait, en pratique, c'est si doux. Et en fait, ceux qui n'ont pas la foi, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est comment on peut être à la fois extrêmement intransigeant sans arrêter d'être charitable, et en pratique, d'être extrêmement miséricordieux, justement parce qu'on est intransigeant. Et ça, c'est ce qui est difficile à comprendre, mais on les fait parler. Donc, quand on présente, ça prend du temps et ça travaille. Et par exemple, même hier, juste pour donner cette anecdote, mon professeur de droit occidental, d'histoire du droit romain, a présenté comment fonctionnait le droit d'asile dans l'Empire romain, qui était déjà chrétien, donc après Constantin. Et en fait, il a réalisé pour la première fois de sa vie, à peu près, là, il a 75 ans, donc il a étudié toute sa vie le droit romain, hein, donc le code théodosien, tout ça, que premièrement, c'était des codes qui étaient super chrétiens, parce qu'il y a une sorte de... On leur a inculqué, comme on n'en parle jamais, que ces codes-là seraient du droit romain, donc c'est génial, mais pas chrétien quand même. Hein. C'est avant, ça serait avant le christianisme, alors que pas du tout. Ce qu'on appelle droit romain, c'est déjà du droit chrétien. C'est justement le premier droit christianisé, en fait, et qui est excellent. Et pour le droit d'asile, bah, tout concerne par rapport à l'Église. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du cours, mon prof me demande
parce qu'en fait, pour l'Église, c'était extrêmement risqué d'un point de vue païen. Quand on sait ce qui se passe dans le monde païen, ils n'ont pas de force militaire, ils ne peuvent pas se défendre. Ils hébergent peut-être parfois des criminels, enfin même si ce n'est pas des criminels, en gros il y a des gens qui veulent les tuer, et donc ils protègent les faibles, mais en risquant de se prendre une vendetta dans la tête, enfin même de se prendre des puissants, des seigneurs qui vont aller les piller, etc. C'est eux qui paient pour les victimes, qui se demandent l'asile, donc ils dépensent de l'argent, ils y gagnent juste rien, et donc on se dit, mais quel est le bénéfice pour l'Église? Et en fait, je dis, ben, le salut des âmes. Et en fait, c'est évident pour nous, mais c'est tellement pas évident pour quand. Et c'est la première fois qu'il a réalisé ça. Et pour ce droit d'asile, c'est même magnifique parce que après, dans le Moyen Âge, il continue à être appliqué évidemment par l'Église. Et en fait, souvent, ça servait pour accueillir des assassins ou des adultères, pour leur donner l'occasion, parce qu'en fait, le droit d'asile était limité dans le temps, hein, c'était pas. Donc c'était pour en fait éteindre une vendetta ou une vengeance et permettre de donner du temps et d'avoir des intermédiaires pour négocier une paix, quoi. Voilà. C'est comme ça que fonctionnait l'Église dans les temps qui étaient encore pas, qui étaient en cours de cristallisation, quand on n'est pas au XIIIe siècle. Hein. Le XIIIe siècle, avec l'invention de l'Inquisition, etc., tout est chrétien à 100%, et là, on peut vraiment avoir les fleurs, les fruits de la foi, quoi, dans les institutions, dans les pratiques. Quand on est dans les époques de conversion, voilà, on fait comme on peut, mais on a déjà tout, quoi. On a déjà tout.